Franz Georg Kreibich. Né le 17 avril 1662 à Steinschönau, mort probablement en 1736 à Steinschönau. Franz Georg Kreibich, né en 1662 à Steinschönau, est l'un des premiers commerçants connus d'articles en verre. Sa notoriété se fonde en grande partie sur le récit de sa vie, rédigé de sa propre main et conservé jusqu'à présent, dans lequel il décrit en particulier ses voyages. Son père, en fait agriculteur, exerce déjà dans le secteur du verre, soit comme commerçant, soit comme transporteur. Son entourage familial gagne également sa vie dans l'industrie du verre. À 16 ans, Kreibich commence un apprentissage de 4 ans à titre de peintre sur verre chez son beau-frère Christoph Heider. Après autorisation de la corporation de Kreibitz, il se forme encore à la gravure sur verre chez lui pendant 6 mois. En 1684, il obtient le titre de maître. Mais 3 ans auparavant déjà, encore compagnon, il commence une activité qui déterminera son avenir. Il entreprend, comme accompagnateur de son beau-frère Christoph Pilzen, un voyage de colporteur avec une charrette à bras chargée d'articles en verre. Ces voyages dédiés à la vente sont caractéristiques de l'artisanat du verre en Bohême. L'été, les affineurs offraient à la vente les marchandises qu'ils avaient produites durant l'hiver. Si au début de son activité de marchand ambulant, il emportait sa machine à graver pour affiner le verre sur place à la demande des clients, il effectue plus tard des voyages purement commerciaux. La quantité de marchandises n'étant plus gérable avec une charrette à bras ou une hotte, il se sert de charrettes tirées par des chevaux. Il est en déplacement permanent entre 1682 et 1721. Au total, Franz Georg Kreibich effectue 31 voyages de ce genre. Il est chez lui quelques semaines ou quelques mois par an seulement. Lors de l'un de ces brefs séjours, il épouse le 25 septembre 1685 son amour d'antan. Les voyages successifs rapportent bien, car 5 ans plus tard, il achète à son père la ferme de Steinschönau pour 340 schock et la transforme au prix de 100 Reichsthaler. Les premiers voyages encore à pied ont pour destination des régions voisines. En Autriche, il se rend jusqu'à Vienne, d'où il s'enfuit en 1683 en raison du célèbre siège de Vienne par les Ottomans. Il rejoint ensuite la Bavière, la Silésie et la Pologne. Plus tard, il se rend à Londres, au Danemark, à Moscou, en Hongrie et surtout en Transylvanie. Il effectue 17 voyages commerciaux dans cette région. Son commerce du verre s'étend jusqu'à l'Espagne, la mer Baltique et Constantinople. À l'automne 1700, il effectue un pèlerinage à Rome, ville qu'il rejoint à temps avant la fin de l'année sainte, proclamée cette année-là, et avant la fermeture de la Sainte Porte. Les voyages ne sont pas sans danger. Kreibich brave des tempêtes en mer, se fait agresser par des brigands, est confronté à des guerres et tombe plusieurs fois gravement malade. Il raconte « Sur la lagune de Courlande, nous aurions presque péri, et notre vie ne tenait plus qu'à un fil. Parce que nous avions acheté des chevaux pour les monter, et puisque la distance entre le territoire de Memel et Königsberg est encore presque aussi longue que la traversée de la lagune, nous prîmes un bateau avec les chevaux et y embarquâmes 2 heures avant la tombée de la nuit, par temps calme. C'était un bateau ouvert, et le batelier nous donna pour guide un vieil homme et un petit garçon. Comme le temps était calme, le batelier nous dit qu'il n'y avait pas de danger. Mais alors que nous étions partis depuis plusieurs heures et à 3 ou 4 milles de Memel, une tempête se leva. L'orage éclata vers minuit. De terribles éclairs descendaient sur nous et il pleuvait si fort que nous crûmes périr sur place. Car le vent avait soulevé le bateau, et si le cheval avait fait un seul pas en arrière, notre bateau aurait immédiatement coulé. Un côté du bateau était enfoncé dans l'eau et il s'en fallut de peu qu'il ne coule. Le vent retourna le bateau et nous nous échouâmes sur la plage. Nous y fîmes sortir les chevaux et poursuivîmes le voyage sur la plage par voie terrestre jusqu'à Königsberg. Ou bien, en 1688, en route pour Londres, il écrit « Et nous nous engageâmes sur un bateau anglais et fîmes route à destination de Londres. Mais sur l'Elbe, non loin de Helgoland, nous fûmes pris dans une forte tempête. Nous étions plusieurs bateaux côte à côte. Et lorsque l'orage atteignit son paroxysme, les ancres se détachèrent et les bateaux s'entrechoquèrent, de telle sorte qu'il s'en fallut de peu que notre bateau ne coule. Un navire chargé de 40 personnes se brisa contre un autre. Nous entendions les passagers crier, mais ne voyions rien car il faisait nuit et le ciel était noir comme la suie par ce temps terrible. Le matin, nous vîmes la pointe de mât sortant de l'eau. Après cela, nous eûmes beau temps et arrivâmes à Londres en 6 jours.
De son 8e voyage, le premier qui le mène en Transylvanie en 1692, accompagné de 2 autres commerçants et d'un palefrenier, il fait le récit suivant. « Mais à Tokai, nous rencontrâmes à l'improviste les soldats locaux le jour de la Pentecôte, et mon bras fut traversé d'une balle et la main du compère Weidlich, un commerçant d'eau-de-vie et d'articles de mercerie, fut écrasée. Les soldats furent punis, mais le rétablissement de ma main dura 20 semaines. De là, je continuai le voyage avec le compère Korfel vers Grosswardein, et le compère Weidlich rentra chez lui avec sa main en piteux état. Près de Grosswardein, le général Eisler siégeait avec 16 régiments, et après 6 semaines de bombardement, la ville se rendit et conclut un accord. Après cela, nous traversâmes la Transylvanie à pied avec 4 régiments jusqu'à Hermannstadt et Kronstadt, et nous fîmes de bonnes affaires. Mais au retour, nous aurions presque été massacrés dans un relais de poste, si nous n'avions pas été attentifs et qu'un lieutenant-colonel n'était pas venu au relais. Car 2 diligences avaient déjà été pillées le même jour et leurs passagers battus de manière outrageuse. Le responsable du relais lui-même était une canaille et soutenait les bandits. Ils nous attendirent le matin et nous tirèrent aussi dessus et nous attaquèrent chacun avec 2 coups de couteau. À ce moment, quelques nobles Hongrois arrivèrent à notre rencontre et les bandits finirent par s'en aller. Et ceci se produisit dans le premier relais de Baia-Mare, près de Satu-Mare. Et de là, nous rentrâmes chez nous. En dehors des succès économiques, il y a aussi d'autres événements positifs. Ainsi, Krajbisch est invité chez des nobles et des personnes de haut rang qui l'impressionnent avec ses verreries. Et j'entrepris de nouveau cette année, en octobre dernier, après avoir passé 3 semaines à la maison, mon 15e voyage en Transylvanie et en Valachie. Il n'y avait certes pas encore la paix avec les Turcs, mais le duc Valak m'avait fait envoyer un sauf-conduit dans lequel il était confirmé que je serais accompagné en toute sécurité, ce qui fut le cas. Car je fus reçu avec grand honneur là-bas. Je fus logé chez un conseiller municipal de Kronstadt et envoyé avec un cadeau de la ville pour le duc aux noces ou aux célébrations annexes du prince aîné qui était très agréable. Et moi aussi, je fis cadeau de quelques verres. Nous eûmes ainsi l'honneur au mariage de dîner à la table où se trouvaient le duc et le patriarche et les ministres les plus distingués. Et après que le duc m'eut acheté des verres pour 200 Leuwenthaler, il m'offrit une étoffe anglaise avec une fourrure. On s'amusait et on voyait des choses qui valaient la peine d'être vues. Car après le repas, dans la salle du banquet, on érigea une forteresse qui fut assiégée par les Turcs. Et dans la forteresse, il y avait des Allemands. Et les Turcs bombardèrent la forteresse et les obligèrent à se rendre et à signer un accord. Et sinon, on fit beaucoup de jeux et toutes sortes de danses, turques, arabes, chinoises, tatares, françaises, espagnoles et polonaises. Et cela toute la nuit jusqu'au matin. Je ne peux tout décrire. Après cela, je poursuivis mon voyage en Transylvanie et rentrai à la maison. J'arrivai chez moi en 1698 seulement, le 3 juin. En 1721, Krajbisch rentre malade de son dernier voyage en Transylvanie. Il souhaite certes repartir après sa convalescence, mais l'incendie de sa ferme en 1722 l'en empêche, car les travaux de reconstruction exigent sa présence dans les années qui suivent. En 1729, un autre coup terrible le frappe. Le 17 mars, son fils unique, Georg, avec qui il avait de grands projets, meurt. Dieu fasse qu'il repose en paix. Cela me chamboula complètement et m'affaiblit pour de nombreuses années, bien plus que l'incendie ou le feu. Pourtant, je remercie le bon Dieu pour le châtiment paternel et miséricordieux. Je lui dois éloge et remerciements. Que le Dieu charitable maintienne en vie la veuve et les orphelins par sa grâce et sa miséricorde paternelle, selon sa volonté la plus sacrée. Qu'il en soit utile à leur salut et leur félicité. Amen. Franz Georg Krajbisch achève le récit de sa vie par ces mots. La date précise de sa mort est inconnue.